Bon, nouveau visage au ministère de l'Intérieur en France, Laurent Nunez qui remplace Bruno Retailleau. Oui, un changement qui ne passe pas inaperçu, surtout dans le contexte actuel avec l'Algérie. Alors, la question qu'on se pose, simple jeu de chaises musicales, place Beauvau, ou est-ce que ce mouvement-là, mi-octobre 2025, c'est un signal délibéré envoyé à Alger? Justement, une tentative peut-être d'infléchir une relation qui était, disons-le, vraiment au bord de la rupture. Voilà. Est-ce qu'on assiste à une vraie recalibration diplomatique, poussée par les tensions récentes, ou juste un ajustement tactique un peu cosmétique? C'est ça qu'on va essayer de décrypter. La question est vraiment là. Le timing, forcément, s'interroge. Parce que ce n'est un secret pour personne, Bruno Retailleau était devenu, pour Alger, l'incarnation du blocage. Alors son départ, est-ce que c'était la condition sine qua non pour espérer relancer quelque chose, même un dialogue minimal? Il faut voir si Nunez, lui, ouvre une vraie fenêtre d'opportunité ou si c'est juste pour gagner du temps, calmer une crise devenue trop forte. Cette interaction entre politique intérieure française et l'axe Paris-Alger, c'est une constante. Mais là, le contexte est particulièrement tendu, c'est vrai. Alors, revenons sur ce départ de Bruno Retailleau. Est-ce que c'était vraiment une surprise totale ? Surprise totale, peut-être pas. Mais disons que ça confirme une pression qui était montée. Difficile d'oublier les mots très, très durs du président algérien Tebboune en février dernier, non? Oui, tout à fait. Il avait qualifié d'obstacle insurmontable, de personnage douteux. Les termes étaient forts. Exactement. Alors la question provocatrice, c'est est-ce que Paris a juste fini par céder pour calmer le jeu avec Alger, éviter le point de non-retour? Ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose, des dynamiques internes bien françaises derrière tout ça? Les deux, probablement. Très certainement les deux. On ne peut pas nier que Retailleau s'était positionné dès sa nomination en 2024 comme un verrou, pour reprendre le terme. Sa ligne, c'était la confrontation quasi systématique. Une rhétorique très dure? Oui, très offensive, des déclarations incendiaires à répétition qui sabotaient toute tentative de rapprochement, même sur des dossiers techniques. On l'a vu sur l'immigration, évidemment, sur les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qui sont un irritant majeur. Un sujet brûlant, oui. Mais aussi sur des questions comme la circulation des biens culturels. Il incarnait vraiment une ligne dure, très marquée à droite, très clivante. Ouais. Une ligne qui avait peut-être ses partisans en France, mais qui devenait intenable sur le plan diplomatique. Absolument, intenable vis-à-vis d'Alger, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus oublier le contexte politique interne français. Son départ, il arrive aussi dans un moment de forte turbulence pour son parti, les Républicains. Et sa popularité, à lui, était en chute libre. Ah d'accord. Donc oui, la pression d'Alger qu'il a, constante, explicite, mais la position de Retailleau était aussi fragilisée de l'intérieur. Finalement, son départ arrange sans doute pas mal de monde et pas seulement Alger, quoi. Et pour le remplacer donc, Laurent Nunez, le contraste est assez frappant. On passe d'une figure très politique, très idéologique, à un profil beaucoup plus technique. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Nunez, c'est le pur produit de la haute fonction publique française, l'ENA bien sûr, puis un parcours impeccable. Préfectoral, renseignement, ancien patron de la DGSI, la sécurité intérieure quand même. Et préfet de police de Paris aussi. Exactement. Le technocrate type, si on veut. Réputé discret, très au fait des dossiers sécuritaires, et surtout quelqu'un qui n'affiche pas bruyamment d'ambition politique personnelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'a pas, à ma connaissance, de contentieux public avec l'Algérie. Pas de petites phrases, pas de passif connu sur ce dossier hypersensible. C'est tout à fait exact. Son domaine, c'est la coopération sécuritaire. Lutte antiterroriste, échange de renseignements. D'ailleurs, ce sont souvent des canaux qui continuent de fonctionner, même dans les pires moments de crise politique, mais plus discrètement. Son profil suggère donc une volonté de revenir à une gestion plus pragmatique, moins idéologique des dossiers. Une approche par les faits, par les nécessités opérationnelles, plutôt que par les postures. On a aussi évoqué son ascendance pied-noir. C'est un détail qui, dans cette relation franco-algérienne, est rarement anodin. C'est vrai, c'est une histoire familiale qui porte toujours une charge émotionnelle et politique forte des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est une différence notable, il ne semble pas, contrairement à d'autres, instrumentaliser cette origine. Contrairement à Retailleau, peut-être ? Oui, Retailleau jouait assez ouvertement sur une certaine fibre pour mobiliser sa base. Nunez, lui, avec son image de grand commis de l'État, a l'air de vouloir rester sur un terrain strictement professionnel, régalien. Mais alors,
cette neutralité affichée, cette approche technique, est-ce que ça peut vraiment suffire? Un expert en sécurité, aussi bon soit-il, peut-il à lui seul effacer des décennies de contentieux mémoriels, de non-dits, de désaccords profonds sur l'immigration, sur le Sahara occidental? C'est toute la question, évidemment. Est-ce qu'on ne risque pas juste une amélioration de façade, limitée à la sécurité, là où les intérêts convergent de toute façon, pendant que le reste continue de patiner? C'est le risque, et il faut rester prudent. Personne ne s'attend à une lune de miel soudaine, ni à Paris, ni à Alger. Ce n'est pas une révolution, soyons clairs. Mais c'est peut-être une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. Comment ça? Le simple faible écarter une source constante d'irritation rhétorique pour Alger, ça crée mécaniquement un espace. Un espace pour des discussions qui pourraient être plus sereines, moins polluées par les jeux politiciens français. C'est un premier pas, comme disent certains analystes. Un premier pas. Vers quoi au juste? Une simple normalisation minimale ou l'espoir de reconstruire autre chose? L'ambition affichée, du moins côté français pour l'instant, ça semble être de revenir à une approche plus pragmatique. Gérer l'urgent, essayer de rétablir une confiance de base pour pouvoir, à terme, peut-être envisager de rebâtir ce fameux partenariat sur le long terme respectueux des souverainetés. Dont on parle depuis si longtemps. Sans doute d'arrêter l'escalade et de rouvrir des canaux qui fonctionnent. L'arrivée de Nunez, elle rend ça possible, là où c'était devenu impossible avec Retailleau. C'est un pari sur la dépersonnalisation, sur la technicisation de la relation pour sortir de l'ornière. Ouais. Cette idée de partenariat, elle résonne aussi au niveau européen avec ce projet de pacte méditerranéen que l'UE essaie de négocier avec Alger. L'ambassadeur européen là-bas, Diego Melado, a parlé de partenariat d'égal à égal. Bon, la formule est belle, mais elle interpelle, oui. Quand on regarde les chiffres, l'UE, c'est 55% du commerce algérien. L'Algérie, c'est moins de 1% de celui de l'UE. Comment parler d'égalité avec un tel déséquilibre, sans parler de la chute spectaculaire des exports européens vers l'Algérie, de 25 à 13 milliards d'euros récemment? Alors, d'égal à égal, c'est clairement un élément de langage diplomatique. Ça vise à reconnaître les nouvelles ambitions algériennes, à montrer qu'on tourne la page des vieux schémas, notamment de l'accord d'association qui était très critiqué par Alger. Jugé déséquilibré, oui. Exactement. L'UE, elle, a des intérêts stratégiques majeurs en Méditerranée pour sa prospérité, stabilité et sécurité, comme elle le dit elle-même. Donc ce pacte, attendu fin novembre si tout va bien, il vise officiellement à cofinancer des infrastructures clés, ports, aéroports et surtout les projets d'hydrogène vert. Là où l'Algérie a un potentiel énorme. Un potentiel considérable, oui. Donc l'Europe met de l'argent sur la table pour des projets concrets, en espérant sans doute regagner en influence, ou du moins ne pas la perdre complètement. Mais est-ce que ça suffit pour parler d'égalité ? C'est là que ça coince. L'analyse de l'expert algérien Moussa Bourif, qui est souvent reprise, pointe justement cette asymétrie structurelle qui demeure. L'Algérie ne veut plus être juste un fournisseur d'hydrocarbures et un marché pour les produits européens. Elle attend un vrai rééquilibrage. Et ça veut dire quoi concrètement, un rééquilibrage pour Alger ? Ça veut dire des résultats concrets. Transfert de technologie, développement industriel sur place, création d'emplois qualifiés. L'UE est face à un défi. Pour rester un partenaire attractif face aux Chinois, aux Russes, aux BRICS, elle doit proposer plus qu'un simple accord commercial, un vrai co-développement. On attend de voir si les actes suivront les paroles. Et pendant ces négociations avec l'Europe, l'Algérie elle-même semble bouger sur le front intérieur. On entend des annonces fortes, notamment sur l'énergie et la santé. Volonté de devenir un hub régional pour les véhicules électriques, sécuriser l'approvisionnement médical. Oui, il y a une dynamique intéressante là. Est-ce une transformation profonde ou des réponses à des besoins urgents ? Probablement un peu des deux. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Sur l'automobile électrique, par exemple. Alors sur l'automobile et l'énergie verte, il y a une politique assez volontariste depuis 2023. On favorise les véhicules électriques, VE, et hybrides. La loi de finances 2023 a permis l'import de VE d'occasion de moins de 3 ans, pour lancer un peu le marché. Une mesure d'amorçage, voilà. Et surtout, le gouvernement cherche à attirer des constructeurs pour produire localement. Il y aurait des discussions avancées avec un grand groupe asiatique. Et pour encourager les gens à acheter, le projet de loi de finances 2026 prévoit de supprimer la vignette auto pour les VE hybrides. C'est un signal.
Et des infrastructures suivent, les bornes de recharge, etc. Oui, il y a un soutien affiché à la R&D via les universités pour les composants, les batteries. Et Sonelgaz, l'opérateur national, a déjà installé près de 900 bornes publiques et doit accélérer. Ça ressemble à une stratégie cohérente pour verdir le parc et peut-être se positionner comme un acteur régional dans cette filière. Intéressant. Et côté santé, on a beaucoup parlé de problèmes d'approvisionnement. Effectivement, la crise Covid a été un révélateur. Donc, la priorité affichée, c'est de sécuriser l'approvisionnement en matériel médical, en équipement. Ça passe par de nouvelles procédures d'import, annoncées comme plus simples, plus rapides, un couloir vert pour les importateurs d'équipements et de pièces détachées. Pour fluidifier les choses. Oui. Et il y a aussi une action ciblée sur la maintenance des équipements lourds, vitaux. On a parlé des accélérateurs de radiothérapie pour le cancer, dont beaucoup étaient en panne. Des mesures d'urgence ont été prises pour les remettre en état. Il y avait aussi une histoire de traçabilité des médicaments. Tout à fait. C'est un autre point important, l'introduction d'un nouveau système de codification, Data Matrix, pour mieux tracer les médicaments et surtout lutter contre la contrefaçon. C'est un vrai problème de santé publique. Donc oui, ces initiatives santé et énergie, ça montre une volonté de modernisation interne, de renforcer la souveraineté dans des secteurs clés. C'est pas juste de la com, même si les défis sont énormes. Et ça renforce aussi l'Algérie dans ses négociations extérieures en montrant qu'elle avance. Changeons de sujet, même si les symboles politiques ont leur importance. En France, la situation de Nicolas Sarkozy. Sa condamnation confirmée fin septembre pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen présumé. Et surtout, cette perspective très réelle d'incarcération. Oui, une perspective qui serait une première historique pour un ancien chef d'État dans un pays de l'Union européenne. Au-delà de l'affaire elle-même, le symbole est extrêmement puissant, non? Est-ce la fin d'une certaine forme d'impunité au sommet? Les faits sont là et ils sont sans précédent à ce niveau. La Cour d'appel a confirmé la peine, 5 ans de prison, dont une partie ferme qui pourra être aménagée, certes, mais la qualification d'association de malfaiteurs, c'est très lourd. Le tribunal estime qu'il savait et a laissé faire ses proches pour chercher des fonds illégaux. Et maintenant ? Il a annoncé un pourvoi en cassation, évidemment, mais s'il va au bout de recours sans succès, il pourrait bien être le premier ex-président d'un grand pays européen à être incarcéré. Une étape clé est prévue bientôt, le 21 octobre, présentation aux autorités de santé pour évaluer une éventuelle mise sous écrou. On parle d'isolement ou de quartier pour détenus vulnérables pour sa sécurité. Lui maintient son innocence, parle de vérité qui finit toujours par triompher, mais politiquement, l'onde de choc est énorme, j'imagine. Ah, c'est indéniable. Un séisme symbolique pour la classe politique française, et en particulier pour la droite, dont il reste une figure majeure. Ça pose crûment la question du rapport entre le pouvoir politique et la justice. La responsabilité des dirigeants. L'impact politique précis est dur à dire maintenant, mais ça marque une rupture. Voir un ancien président face à la prison, ça ébranle l'image de la fonction. Ça force une réflexion. Alors, si on essaye de relier un peu tout ça, d'un côté, cet ajustement diplomatique Paris-Alger avec Nunez remplaçant Ritello, de l'autre, ces manœuvres économiques en Méditerranée, l'UE qui essaye de garder pied face à une Algérie qui diversifie ses partenaires. Oui. En parallèle, l'Algérie qui pousse sa modernisation interne sur l'énergie, la santé, et puis ce coup de tonnerre judiciaire en France qui touche une figure de l'ancien pouvoir. Est-ce qu'on peut y voir une logique d'ensemble, des lignes de force ? C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que ces événements qui peuvent sembler séparés sont les signes d'un basculement plus large? Est-ce que le départ d'une figure comme Retailleau, jugée toxique, ou même la possible chute judiciaire d'un symbole comme Sarkozy, est-ce que ça suffit à redéfinir vraiment des relations aussi complexes, aussi chargées d'histoire, de méfiance que celles entre la France et l'Algérie? Ou est-ce que les vieilles habitudes, les intérêts profonds, les mémoires douloureuses vont reprendre le dessus? Exactement. Est-ce que les pesanteurs structurelles, les intérêts stratégiques qui divergent parfois, les contentieux mémoriels pas réglés, les déséquilibres économiques ne finiront pas par l'emporter sur ces changements de personnes ou ces secousses judiciaires? En somme, est-ce que le casting et les symboles peuvent vraiment changer la donne face à des dynamiques géopolitiques aussi profondes? C'est précisément ce que l'avenir nous dira. Ces événements créent des ouvertures, c'est certain, des possibilités de changement. Mais ils ne garantissent absolument rien. C'est la volonté politique, des deux côtés, de saisir ces moments pour construire autre chose, ou au contraire, la persistance des vieux réflexes des intérêts à court terme qui fera la différence. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle ère, peut-être plus pragmatique mais aussi plus incertaine, ou juste dans une accalmie temporaire? La question reste ouverte.